Allez hop! Avec Societal Angels, mettons les pieds dans le plat avec celles et ceux qui changent notre manière de cultiver et de manger. Place au nouvel épisode. Bonjour Virgile Mulac, vous êtes le Bonjour. cofondateur de Cisalp avec Anne-Sophie Girard. Donc c'est une entreprise qui a pour objectif de faciliter la vente en vrac de denrées alimentaires dans les magasins, donc de limiter ou de supprimer même bien sûr les emballages. C'est ce que j'ai compris globalement. Oui. Et d'abord je vous remercie de participer au podcast Societal Angels et en tant qu'entrepreneur. Et pour démarrer, qui êtes-vous en fait? Et en quelques mots, quel est votre parcours professionnel et personnel? Je m'appelle Virgile Mulac, je suis donc cofondateur de Cisalp. Avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie, dans de la création de produits innovants, principalement, sur des métiers allant du logiciel jusqu'à la mécanique. On peut connaître les noms de ces entreprises? Celles qui sont les plus connues, Schneider Electric par exemple, où j'ai passé 12 ans avant de me lancer sur ce projet. J'ai travaillé également chez BD. Ah oui, d'accord, des grandes entreprises, ouais. D'accord. Okay. Et puis j'ai aussi été responsable d'un bureau d'études un peu plus modeste. D'accord. Donc ingénieur à la base, ça, dans quel domaine? Ingénieur généraliste. Généraliste, d'accord. Et le grand saut de l'entrepreneuriat? Et le grand saut de l'entrepreneuriat, qui était une idée que j'avais depuis longtemps et que j'ai mûri jusqu'à trouver l'idée qui me ferait sauter dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai été très exigeant sur l'idée. Je ne voulais pas me lancer dans un projet incertain. Donc pour moi, c'était important de croire dans le projet dans lequel je me lançais. D'accord. Donc du coup, c'est Cisalp qui a retenu, entre guillemets, votre attention. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Cisalp? C'est un nom? Alors, Cisalp, c'est l'agrégation de système et de Alp. Le projet, au départ, c'est un projet de... La genèse de Cisalp, c'est un projet de distributeur de vrac. Je ne voulais pas qu'il y ait le nom vrac dans Cisalp, parce que pour moi, ce distributeur, c'est juste une première étape. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais retenir ou qu'est-ce qui va être pérenne dans ce qu'on fait. Et je me suis dit, je fais toujours des systèmes. Et je voulais attacher l'ancrage local avec le Alp. D'accord. Cisalp. Avec cet ancrage local qui est une première étape, vous considérez comme une start-up en fait. Donc ça veut dire que l'ambition, elle est d'aller au-delà des Alpes, j'imagine? L'ambition, elle est d'aller au-delà des Alpes, mais de garder un ancrage local et surtout plutôt de faire des petits que de grossir. C'est-à-dire d'imaginer demain un développement dans d'autres régions avec la création de pôles locaux, de pôles territoriaux qui permettraient de se faire le relais de l'activité. D'accord. Avec ce que vous avez plutôt qu'une croissance centrée sur Grenoble. Alors du coup, pour résumer, la mission de Cisalp, qu'est-ce que vous en diriez vous-même? Alors Cisalp, c'est une start-up qui a impact et qui est dans l'économie sociale et solidaire. On a un agrément ESUS. Et cet agrément ESUS nous a amené à inscrire une raison d'être dans nos statuts. Et donc notre raison d'être, c'est la réduction des déchets et du gaspillage. D'accord. Donc ça, c'est c'est notre boussole, en fait, c'est ce qui gouverne toutes nos décisions aujourd'hui. Et dans nos décisions, il y a les produits qu'on va créer. Et on s'inscrit vraiment dans cette démarche de supprimer les déchets et notamment tout ce qui est inutile. Donc quand on va parler d'emballage, on ne va pas supprimer les emballages, on veut supprimer les emballages à usage unique, par exemple. Okay. Parce que l'emballage a une vertu, il permet de transporter les produits, de les conserver, etc. Donc l'emballage à usage unique génère des déchets. Par contre, l'emballage réutilisable, réemployable, la consigne, ça, c'est des choses qui sont bien plus vertueuses. D'accord. Et finalement très anciennes aussi. Quand on n'avait pas d'autre choix que de réutiliser un emballage parce qu'il avait un coût, une valeur, on le faisait. Et donc, il faut revenir à ce bon sens, d'une certaine manière.
Alors moi, j'adorais ramener les bouteilles parce que je sais que mes grands-parents me laissaient récupérer l'argent de la consigne pour m'acheter des bonbons. Exactement, je ne sais plus si c'est possible, mais bon, c'était une autre époque. Et donc du coup, justement, quels services et produits vous proposez à Grosse Paille? Donc pour aller au-delà de cette raison d'être de la réduction des déchets, comment on la met en œuvre? Aujourd'hui, on a une première solution qui est un distributeur automatique de vrac. Michael. Pourquoi Michael aussi, ce nom? Michael, c'est un acronyme de mieux consommer autrement et local. Ah, d'accord, très bien. Et donc Michael a pour vocation de généraliser le vrac en allant chercher les consommateurs là où aujourd'hui ils n'ont pas nécessairement l'habitude de trouver du vrac. Donc on a deux marchés qu'on adresse. On a le marché de la grande distribution parce que notre distributeur, on pourrait imaginer le mettre dans des boutiques de vrac ou dans des boutiques bio où il y a déjà beaucoup de vrac. Mais finalement, on ne réduirait pas vraiment les déchets puisque les gens achètent déjà en vrac dans ces boutiques. Donc notre stratégie, c'est plutôt d'aller dans la grande distribution où le vrac est le parent pauvre, où les gens n'ont pas l'habitude d'acheter en vrac. Et nous, ce qu'on veut, c'est générer des changements de comportement. C'est finalement d'aller chercher les consommateurs là où ils font leurs courses. Aujourd'hui, il y a 80% des gens qui font leurs courses dans la grande distribution. Si on arrive à faire basculer même que 10% de ces gens-là, on aura eu un impact sur la réduction des déchets qui sera bien plus important finalement que d'aller dans les boutiques spécialisées déjà vertueuses. Donc ça, c'est un premier axe de développement. Et puis le deuxième axe de développement qu'on a, il est autour de l'entreprise, en proposant des distributeurs automatiques de snacking dans les espaces de poste des entreprises pour remplacer les barres chocolatées, hyper sucrées, hyper emballées et complètement démodées qu'on continue à trouver depuis 50 ans dans ces distributeurs automatiques. D'accord. Ah oui, donc l'ambition aujourd'hui, c'est de réduire les déchets là où il y en a. Et dans ces distributeurs automatiques, il y a vraiment beaucoup d'emballages à usage unique inutile. D'accord. Alors sur la région, il y a une réussite qui a marqué les esprits, c'est que dans la plus grande surface de la région grenobloise, qui est le Leclerc-Comboire, vous avez installé votre distributeur Michael, avec de nombreuses trémies qui étaient disponibles. Enfin, il y a un vrai rayon, un vrai linéaire. Je n'ai plus la longueur en tête, mais c'est important. Plus une machine Michael. Là c'est avec des pattes et un partenaire qui est Alpina. Qui est Alpina. Voilà. Donc sur ce Leclerc-Comboire qui a de mémoire plus de 250 références de vrac dans son rayon, donc plus qu'un enjeu, une vraie volonté en fait de mise en avant du vrac et de proposer une offre de vrac importante qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire pour le coup de Monsieur Trichet, qui est le propriétaire de ce magasin, et que j'ai rencontré lors d'un événement autour de l'économie circulaire, justement. Donc, ça s'est fait comment, d'ailleurs, parce que alors, une rencontre, quoi. Le hasard de se trouver dans la même... dans le même événement organisé par la métropole de Grenoble autour de l'économie circulaire et jeu des chaises musicales un petit peu, il y a de la musique et quand on arrête la musique on parle à l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et ben moi c'était le directeur du Leclerc-Comboire, le président du Leclerc-Comboire que j'avais en face de moi. Génial. Donc le hasard fait parfois très bien les choses. Et donc pour en revenir sur ce Leclerc, il y a un très grand rayon vrac et en effet on a eu l'opportunité d'installer notre distributeur dans ce rayon vrac, avec des pâtes locales, puisque c'est des pâtes Alpina fabriquées à Chambéry, et pour proposer une offre alors qui a plusieurs intérêts. Notre distributeur il a plusieurs avantages. Déjà, le prix au kilo va être moins cher que le prix de l'emballé. Pour nous, c'était important d'avoir un avantage par rapport au prix de l'emballé. Mais surtout, notre distributeur, il permet aux consommateurs de choisir le produit et de choisir la quantité. Et donc, je vais pouvoir prendre des crozets au poids, au prix ou à la portion. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut en plus faire des mélanges. Et donc, quand on met tout ça dans la machine, finalement, si j'ai besoin de faire une croziflette pour 5 personnes, avec le distributeur, je vais pouvoir choisir un mélange crozet nature, crozet sarrasin, et choisir 5 portions qui feront exactement la bonne quantité. Ah oui, la machine donc pour doser vous le livre. Les crozets pour ma croziflette pour 5 personnes. D'accord.
Donc ça permet de faire une double économie finalement, parce qu'on économise sur le prix au kilo, et puis on économise sur la quantité achetée, puisqu'on va acheter juste la quantité dont on a besoin. Et ça évite de se retrouver avec des paquets de pâtes entamés qui traînent dans les placards pendant des semaines et qui sont finalement du gaspillage ou des dépenses inutiles. D'accord. Pour comprendre le partenariat et le modèle économique, alors quel est le partenariat avec Alpina? Enfin, c'est ce que vous pouvez nous en dire, parce que c'est vrai que c'est intéressant il y a un partenaire, un nom en fait, qui est associé à votre entreprise. Et puis il y a aussi un distributeur qui doit s'y retrouver, parce que les marges sont, les volumes sont importants, mais les marges sont souvent faibles. Donc du coup, comment ça marche tout ça? Comment ça fonctionne économiquement, on peut dire? Alpina nous a offert l'opportunité finalement d'acheter des produits à un prix intéressant, malgré les volumes faibles qu'on a aujourd'hui et qu'on avait encore plus faibles au départ. Ce qui fait qu'on arrive à acheter des produits aujourd'hui à Alpina, à rajouter notre valeur ajoutée, qui est le conditionnement de ces produits dans des cartouches pour le rechargement de notre distributeur, et à revendre nos cartouches de produits aux magasins dans lesquels ils sont installés, à un prix qui leur permet de vendre moins cher que l'emballé, tout en ayant une marge suffisante. Donc, le partenariat avec Alpina, il nous permet d'avoir des prix abordables en fait, et d'être concurrentiel par rapport à de l'emballé. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un partenariat qui, pour tout type de produit, va se généraliser, ou c'est une expérimentation? Alors là, c'était dans le cadre d'une expérimentation. Nous, ce qu'on imagine quand on parle de grande distribution, c'est qu'on ne veut pas non plus, j'ai l'habitude de dire, être entre le marteau et l'enclume. On ne veut pas être un grossiste entre les industriels agroalimentaires et les magasins. Donc notre objectif, c'est qu'à terme, les magasins puissent acheter directement des cartouches de denrées alimentaires aux industriels, aux producteurs. Et nous, intervenir comme prestataire de services pour le conditionnement des denrées dans les cartouches. Et la livraison et la maintenance de la machine. Okay. Donc toute la prestation de service qui va aller avec. Oui. D'accord. C'est là où votre valeur ajoutée sera la plus... Absolument, parce que c'est un distributeur et tous les services associés. D'accord. Je n'ai pas évoqué les avantages pour le magasin, parce que je parlais de cartouches. En fait, notre distributeur, il se recharge avec des cartouches de denrées alimentaires qui sont pré-remplies. Et donc, ils sont livrés pré-remplis en magasin et consignés. En fait, ça gagne deux choses. On supprime toutes les manipulations de denrées alimentaires en magasin. Donc, en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire, on rend robuste le vrac. Et on devient zéro déchet du producteur au consommateur, puisque finalement, à la fois le contenant primaire entre le producteur et le magasin est consigné, et le contenant du consommateur, quand il rentre chez lui, est également consigné. D'accord. Donc on est zéro déchet sur toute la chaîne de production. Il y a deux containers en fait. Il y a le container qui vient de chez le producteur et qui est installé chez le distributeur. Voilà. Et ensuite, il y a ce que prend le consommateur, qui est consigné, qui ramène chez lui, qui l'utilise et qui ramène à la machine. En fait, c'est ça. Donc le premier, c'est nous ce qu'on appelle une cartouche. Une cartouche, finalement, l'idée, c'est que ce soit aussi simple à recharger qu'une imprimante. Okay. Donc on parle de cartouche. Et là, c'est Alpina, dans ce cas-là, c'est Alpina qui vient... Aujourd'hui, nous, on conditionne des pâtes Alpina dans ces cartouches. Okay. L'idée à terme, c'est que ça continue, mais que Alpina vende directement ces cartouches en termes de relations commerciales, qu'on n'intervienne pas au milieu. Oui, dès que les volumes seront là, effectivement, ce sera intéressant d'avoir ça. Le système de cartouches et puis de conditionnement pour le consommateur. D'accord, donc ça c'est le modèle. Il y a d'autres grandes surfaces, il y a d'autres projets d'installation, ou est-ce que c'est le démonstrateur là qui va vous permettre justement d'aller plus loin? Alors là, on est encore en phase de test. On avait déjà testé dans 2 autres magasins. Donc on a testé dans un Intermarché au Touvet, on a testé dans un Super U à Cognac, à côté de Chambéry. D'accord. Test qui est toujours en cours au Super U. Donc là, c'est le 3e test qui est en cours. On est sur une phase de développement commercial et de recherche de partenaires aujourd'hui pour aller implanter notre distributeur dans les magasins. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de ces premiers tests? Qu'est-ce qu'on peut dire des tests? Oui, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que vous avez quelques éléments déjà? Non, alors ce qui est important pour nous, c'est la satisfaction des clients. Et aujourd'hui, les retours des consommateurs qui ont testé la machine sont très, très, très positifs. Consommateur final, consommateur final, oui, bien sûr. Et puis, pour les magasins, c'est aussi beaucoup plus de simplicité parce qu'il y a
du temps de gagner, à la fois sur le rechargement, sur les vérifications qu'on peut imaginer en caisse. Et un des gros enjeux aussi, on parlait de gaspillage, c'est d'éviter tout ce qui s'appelle la démarque, c'est-à-dire tout ce qu'on voit dans les rayons vrac, qui sont les sachets abandonnés, parce que les gens se sont trop servis et se retrouvent à avoir à laisser à abandonner les produits. à laisser les produits. Donc ça, on arrive à le réduire de façon drastique. Donc ça, c'est les points positifs. Et puis après, dans les enseignements, c'est que l'univers du magasin est compliqué parce que les gens font leurs courses de façon très automatique. Donc pour l'adoption de nouveaux modes de consommation, il faut qu'on soit assidus derrière eux et qu'on leur apprenne en fait finalement ces nouveaux modes de consommation. Et ça prend énormément de temps. Donc il y a un temps d'adoption de la solution qui est long, et ça fait partie des enseignements de nos tests aujourd'hui. D'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on va dans les entreprises, c'est parce qu'on se dit que les gens qui vont trouver ces distributeurs dans leur entreprise, quand ils iront dans le magasin, ça va faire écho, et ils pourront aussi le voir dans le magasin. Donc il y a la boule de neige. En fait. Exactement. L'objectif, c'est de rendre le système finalement complètement banal et que tout le monde puisse l'appréhender et s'en servir. D'accord. Alors justement, quels sont les freins que vous devez lever? Alors j'ai compris qu'effectivement, c'est des changements de comportement. Parce que c'est pas naturel, on a fait nos courses pendant... la grande distribution, ça existe depuis 60 ans, 50-60 ans, donc on a... Voilà, et là, vous nous proposez une autre manière de faire nos courses, donc j'imagine que là, il y a une barrière comportementale qui est souvent pas si simple à lever, hein, voilà, il faut montrer la voie, et puis il y a aussi le marché, la grande distribution, j'imagine qu'elle vous a pas forcément non plus attendu, donc comment vous allez vous positionner, vous différencier dans cet univers mouvant, puisqu'il y a des lois qui vont aussi imposer à partir de 2030, hein, je crois, 20% de surface, 20% de la surface en vrac ou sans emballage, hein, donc disponible. Donc ça veut dire que c'est à la fois une opportunité, mais en même temps c'est un petit peu loin. Donc est-ce que vous n'êtes pas en train d'avoir raison trop tôt non plus? Comment vous allez faire vivre cette chronologie en fait? Alors en effet, sur la première partie de la question, l'enjeu c'est l'adoption de la solution par les consommateurs. Donc, il faut qu'on arrive à montrer l'intérêt de la solution. En fait, notre solution, on a regardé toutes les études qui se faisaient sur le vrac, et pour le consommateur, elle enlève 100% des freins. C'est-à-dire que dans les freins, il y a le prix, la praticité, l'hygiène, etc., etc. Notre solution, elle enlève tous ces freins-là. Donc il n'y a plus de freins pour le consommateur, si on en croit les études. D'accord. Et pourtant, spontanément, ils ne vont pas sur la machine. Donc il faut qu'on s'adapte finalement à cet univers et qu'on adapte un petit peu les codes de cet univers. Il va falloir faire peut-être des promotions, des mises en avant, des animations pour pouvoir attirer les consommateurs. D'accord. Comme c'est fait à chaque nouveau produit qui sort, il va être mis en avant, il va être testé pendant un certain temps pour que les consommateurs puissent l'adopter. Donc finalement, il faut qu'on adopte les codes qui ne sont pas forcément ceux qu'on a initialement. Et qui ne sont pas ceux qu'on aurait envie de mettre en avant nécessairement, parce que on n'essaye pas de vendre le plus possible, on essaye de vendre mieux et bien. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le second point, il est intéressant, c'est qu'en effet, il y a une loi qui va imposer du vrac dans la grande distribution, donc 20% en France. En Europe, ça va être 10%. Donc même au niveau européen, ça a été... récemment réglementé. Et 2030, c'est demain et c'est loin. Alors c'est demain parce qu'on voit depuis plusieurs années beaucoup d'initiatives d'enseignes qui testent des solutions de vrac. Et ça reste loin parce qu'au-delà de ces tests, c'est très difficile finalement de voir une généralisation du vrac dans les enseignes. Il y a deux freins. Le premier, il est temporel, c'est que 2030, bon, on a le temps, c'est ce qu'ils se disent, hein, même si ça s'approche quand même à grands pas. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème de modèle économique. C'est-à-dire que le vrac, les consommateurs voudraient que ce soit moins cher que l'emballé, mais dans la pratique, aujourd'hui, on est d'un côté sur une solution qui va nécessiter de la main-d'œuvre, qui reste sur un marché de niche avec des petits volumes et donc qui va être relativement coûteuse. Et puis de l'autre côté, un système agroalimentaire
avec un prix du carton qui a pu peut-être doubler ou tripler ces dernières années, mais qui reste relativement faible, et un outil industriel qui est fait pour de l'emballage à usage unique et optimisé pour ça. Donc il y a on part avec une longueur de retard, d'une certaine manière. On a un handicap dans la course à la compétitivité. Et donc nous, notre objectif, c'est de massifier cette offre de vrac pour justement atteindre une taille critique qui permet d'être vraiment compétitif. D'accord. Et donc aussi, j'imagine que dans la grande distribution et les producteurs, il va y avoir aussi un gros changement. Il va falloir qu'ils innovent aussi, qu'ils intègrent ces nouvelles pratiques. Il faut qu'ils intègrent les innovations. Oui. Voilà, c'est pas forcément naturel chez eux. D'accord. Ok, donc il y a ces freins effectivement à lever, à la fois comportementaux, marché, enfin, le système alimentaire et tel qu'il est fait. Il va falloir qu'il se réforme et vous êtes un acteur, un aiguillon en fait, hein, et il va falloir prouver que ça marche et sur certains points et donc ensuite diffuser. Absolument, il faut prouver que ça marche. Alors techniquement, ça c'est fait. Économiquement, on sait que sur du volume, on y arrive, mais il y a un enjeu d'amortissement, par exemple, du coût des machines qu'il faut prendre en compte et qui fait que ça va prendre un certain temps pour bien fonctionner. C'est aussi pour ça qu'on va vers les entreprises. C'est parce que finalement, on a un milieu qui est un peu moins concurrentiel, avec une offre qui est vraiment très très innovante et différente de ce qu'on trouve aujourd'hui. Une bonne image pour l'entreprise aussi. Une bonne image pour l'entreprise. Les gens aussi veulent une offre complémentaire. Ils veulent du sens dans ce qu'ils achètent. C'est compliqué quand on fait ses courses dans un magasin bio en vrac d'être obligé finalement, parce qu'on a faim à 14h, d'acheter une barre chocolatée dans un distributeur automatique. Donc on peut ramener du sens sur le lieu du travail. Et ça va nous permettre d'être sur un marché, on va dire, plus facile à accéder dans un premier temps, de générer du volume, de baisser nos coûts de production, et donc d'être prêt pour le marché de la grande distribution, quand il va se réveiller et qu'il va dire « Ah, mais 2030, c'est demain, qu'est-ce qu'il y a comme solution sur le marché ?» Nous, on aura une solution qui sera rodée et qui sera économiquement déjà à un prix plus abordable. Okay. Il y a des entreprises qui sont déjà partantes ? Alors, on est en phase de recherche d'entreprise pour faire des tests, là. Donc, on a quelques pistes très chaudes dans la région. Gilbert, peut-être, non ? Ça fait partie des gens qu'on aimerait voir adopter la solution, oui. C'est un intérêt pour l'entreprise qui est sur plein de volets, mais si on prend le volet de la responsabilité sociétale et environnementale, c'est parfois vu comme une contrainte par les salariés. C'est-à-dire que si on doit optimiser la gestion des déchets dans une usine et que ce n'était pas fait, finalement, ça fait des processus en plus. Et proposer une offre de snacking en vrac dans l'espace de pause, ça permet de faire de la cohérence finalement globale au niveau de l'entreprise et d'envoyer un message fort aux salariés qui, on vous demande quelque chose d'un côté, mais regardez aussi de l'autre côté, on vous propose une offre qui est différenciante avec des produits locaux, des produits plus sains et surtout zéro gaspillage. Donc on est une entreprise zéro déchet, c'est pas que du greenwashing sur notre outil de production, c'est l'ensemble de l'entreprise qui marche d'un seul mouvement vers cette réduction des déchets. Entreprise ESUS en plus, qui est sociale et solidaire. Donc, du coup, c'est exactement. Le vrac, idéalement, dans un monde idéal, ça veut dire qu'on pourra tout acheter en vrac demain ? Est-ce que vous avez commencé à diversifier d'ailleurs votre offre ? Aujourd'hui, on a une offre sur de l'épicerie sèche, qui était qui nous paraissait le plus facile à mettre en œuvre techniquement dans un premier temps. On a une roadmap avec une offre sur d'autres produits. Il y a des enjeux qui sont différents. Si on parle du liquide, par exemple, les problématiques réglementaires sont un petit peu différentes. Si on parle des produits frais, on va avoir du mal à trouver tout ce qu'on a en produits frais en vrac demain. Il y a, par exemple, un besoin sur tout ce qui va être pâteux. Donc il y a des tests qui ont été faits, alors pas par nous, mais par des consortiums pour essayer de vendre du ketchup, de la mayonnaise, de la pâte à tartiner en vrac.
Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a commencé à réfléchir et sur lesquels on va travailler pour la suite. D'accord. Une question, vous avez commencé par les pâtes, c'est pas forcément un produit à forte valeur ajoutée. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que parce que c'était une opportunité. C'était une opportunité de travailler avec un partenaire qui partage nos valeurs et qui nous a permis de faire nos premiers tests. Donc Alpina, tout à l'heure je parlais de Leclerc que j'ai rencontré sur un événement autour de l'économie circulaire. Alpina, c'est pareil. Alpina, on les a rencontrés à Solucir, donc qui est l'association en Savoie qui œuvre pour l'économie circulaire. Donc on partageait ces valeurs d'économie circulaire avec eux et ça a été une bonne opportunité pour démarrer. En effet, ce n'est pas nécessairement le produit qui a la plus forte valeur ajoutée et qui nous permet de mettre en place le modèle économique le plus viable. Donc aujourd'hui, on cherche à diversifier aussi notre offre avec des produits différents qui peuvent être du fruit sec, du biscuit apéritif. On réfléchit sur des céréales également. Oui. Et sur du café, par exemple, sur des produits différents à pouvoir proposer. D'accord. Comment vous imaginez dans 10 ans ? C'est une excellente question. En fait, 10 ans, ça me paraît très, très, très loin. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que l'entreprise, elle a été créée il y a 2 ans. Et qu'en 2 ans, on a déjà aujourd'hui un produit qui est sur le marché. Donc, on a été très, très vite sur une innovation qu'on a développée en interne et qu'on a produit en interne. On a été très rapide. Donc me projeter dans 10 ans, j'ai un peu de mal. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sera implanté au niveau européen dans 10 ans. Pour moi, c'est la première étape, j'allais dire la France. Non, la première étape, c'est Grenoble, la région Rhône-Alpes, puis l'essaimage en France, et puis ensuite un développement sur l'Europe. L'objectif, c'est vraiment d'aller proposer du vrac partout où les consommateurs peuvent changer leurs habitudes de consommation. D'accord. Et puis il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que les gens qui vont peut-être acheter des pâtes en vrac aujourd'hui avec notre distributeur vont se rendre compte que c'est sympa le vrac et demain aller dans une petite boutique de vrac à côté de chez eux pour acheter d'autres produits qu'ils n'auraient pas acheté en vrac. Donc on participe à un mouvement global de changement de comportement et donc pour que ça ait le plus gros effet possible, il faut qu'on se développe le plus largement possible. D'accord. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde où le vrac est très développé, ou plus développé qu'en France ? J'allais répondre la France. Aujourd'hui, on est bien placé. La France est le pays où le vrac est le plus développé. On pourrait parler de l'Allemagne, en fait, en concurrent d'une certaine manière. Alors l'Allemagne a un peu de retard sur le vrac, mais parce qu'eux, ils ont de la consigne qui est là depuis très longtemps. Et donc, ils avaient moins de besoin de réduire leurs emballages puisqu'ils avaient déjà la consigne en place. En tout cas, c'est l'analyse que moi j'ai faite. D'accord. Et après, dans le monde, non, je pense que vraiment, la France est bien placé. Est très très bien placé en termes de nombre de magasins qui étaient ouverts. Je sais qu'à une époque, il y avait un chiffre, c'était beaucoup plus par habitant que dans tout le reste du monde. Donc un début d'habitude, donc finalement c'est une bonne rampe de lancement. Aujourd'hui, on a 20% des consommateurs qui sont acheteurs réguliers de vrac. Oui, quand même. Donc c'est un chiffre qui a un petit peu baissé avec le Covid. Mais ça reste une base qui est là, qui sont des gens qui sont des acheteurs réguliers et sur lesquels on s'appuie pour construire, mais il reste les 80% restants, et c'est sur cela qu'on veut avoir le plus fort impact. D'accord. Alors, il y a 2 dernières questions, puisqu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Première, le podcast s'appelle « Les pieds dans le plat ». Donc, quel coup de gueule vous souhaiteriez pousser ? Je pense que c'est la réaction un petit peu générale qu'on observe dans la grande distribution, mais aussi ailleurs, face aux évolutions réglementaires qui, pour aller vers plus de respect de l'environnement, vont amener des contraintes. Et moi, si j'avais un coup de gueule, c'est d'arrêter de voir les contraintes comme des freins, mais au contraire comme des opportunités de faire différemment et de se différencier de ses concurrents. Aujourd'hui, quand on parle de développer la consigne, pour aborder un autre sujet, oui, ça fait des contraintes, oui, ça fait plein de choses, mais c'est aussi un énorme moyen de se distinguer de la concurrence et de proposer quelque chose que les consommateurs attendent. Donc, il faut foncer au lieu de freiner, à mon avis, pour faire en sorte que les choses avancent. D'accord. Donc, faire de la contrainte un levier plutôt qu'un frein. Clairement, oui. D'accord. Alors, dernière question, celle-ci
peut-être plus positive, une bonne fée se penche sur le berceau de Cisalpes. Donc, qu'est-ce que vous lui demandez là aujourd'hui? On a besoin de plein de choses. On a besoin de talent pour développer notre activité. On a besoin de partenaires, à la fois des clients, des fournisseurs, pour développer notre réseau et développer notre activité. Et puis, on a besoin d'argent pour faire avancer tout ça. Donc là, on est sur une phase de levée de fonds, on cherche des capitaux pour pouvoir alimenter notre activité. D'accord. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, comme toute nouvelle entreprise, entrepreneur ambitieux comme vous êtes avec votre associé. En tout cas, merci Virginie Mulac et bon vent. Merci.